On peut parler de la verge autrement que dans un organe de reproduction. La verge, ça sert aussi à uriner. Ça sert à être bien dans sa peau. L'érection du matin, ça fait du bien. AVS avec Philippe Robichon. AVS, à votre santé, on parle de bien-être, de santé et de sexualité sur Beurre FM le mardi avec Nadia El Bouga. Bonjour Nadia. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Nadia, sage-femme et sexologue clinicienne. Notre invité aujourd'hui, c'est le docteur Marc Galliano. Bienvenue sur Beurre FM. Bonjour. Vous êtes chirurgien, urologue, andrologue, cancérologue et vous êtes spécialiste de la maladie de l'apéronie et de l'adénome de la prostate. Et oui. La prostatectomie radicale, c'est votre domaine d'excellence. Est-ce que j'ai bien prononcé ? Oui, prostatectomie radicale, en effet, quand on retire la prostate en cas de cancer. Vous êtes là pour parler de Mon sexe et moi. C'est un manuel pour comprendre et réparer son pénis aux éditions Marabout. Vous êtes un maniaque, mais en tout cas, vous êtes très attentif à l'acte chirurgical et vous accordez autant d'attention à pratiquer une circoncision qu'autre chose. Pourquoi aujourd'hui la circoncision, ça s'est trop banalisé, on les fait au kilomètre ? Alors, c'est pas tellement ça, c'est juste pour revenir sur l'enseignement. L'acte de circoncision, c'est un acte qui est fort, qui est symbolique, mais qui est aussi physique. Et aujourd'hui, l'enseignement de la circoncision, elle se fait toujours à la fin des programmes opératoires ou au tout début des programmes opératoires, bien souvent par des étudiants. Alors, ils sont encadrés par des seniors, bien sûr, mais par exemple, la prostatectomie radicale, robot assisté, avec des machines à plusieurs millions d'euros, il y a une sorte de dévotion à la machine, et donc on fait très très attention, on est très appliqué. Il y a l'enseignement qui se fait de façon obligatoire, il y a des grands maîtres de cette chirurgie qui sont faites, alors que la circoncision, on a plutôt tendance à le faire un peu tout seul, sur un coin de table, au feeling. Eh ben non, la circoncision, c'est un acte aussi important, comme tout acte chirurgical sur un être humain, il doit être fait avec considération et professionnalisme. Donc oui, pour moi, la circoncision, c'est aussi important que la prostatectomie radicale. Vous voulez dire qu'elle pourrait être un peu banalisée par... banalisée, oui. Aujourd'hui, oui, c'est un acte qu'il faut banaliser. Il faut, la chirurgie en général, rendre service aux personnes, il faut le banaliser. Il n'y a rien de divin à faire une circoncision, à faire une prostatectomie radicale, mais en tous les cas, il faut en prendre soin, il faut être sérieux dans cet acte. Il n'y a pas de petits actes chirurgicaux. Voilà. Et il y a l'esthétisme aussi dont vous parlez. C'est important. Parce que c'est important. C'est important d'être beau aussi, de la verge, comme du reste. Alors, il y a beaucoup de questions et de réponses dans votre livre, notamment sur la circoncision. Il y a quelque chose qui revient. Alors, est-ce que c'est une croyance ou est-ce que c'est une réalité ? La circoncision modifie-t-elle la sexualité ? Et notamment les sensations. Alors là, il y a deux volets à la question. Un premier volet, on va parler des sensations. Alors les sensations, il faut être honnête. Pour les garçons qui ont un gland très sensible, mais cette hypersensibilité du gland, elle est très voluptueuse lors des relations sexuelles, qu'elles soient à pénétration ou orale. Attention, la circoncision peut diminuer cette sensation très voluptueuse. Donc ça, il faut quand même bien prévenir les patients qu'il peut y avoir une modification. Deuxièmement, la modification des sensations, elle peut prévenir aussi du frein. Le frein, c'est ce petit fil qui relie le gland au prépuce. Et donc, lorsqu'on le touche lors d'une circoncision ou lorsqu'on a une rupture du frein, attention, parfois, certains garçons vivent ce petit filum comme un organe sensoriel. Et lorsqu'on l'y touche, lorsqu'on détruit le nerf, on perd un petit peu en sensation. Alors, vous racontez les ruptures de frein dans votre livre, ça saigne, mais finalement, ça sert à quoi ? Alors, ça sert à quoi ? Alors, il y a une légende qui dit que lorsque les jeunes filles, à leur première relation sexuelle, l'hymen se perce, elles saignent. Et donc, c'est là où elles deviennent des femmes. Et la légende dit que les garçons, ils devraient tous se casser le frein, donc devraient saigner lors de leur premier rapport sexuel pour devenir des garçons. Bon, ça reste une légende. Se casser le frein, ça peut être traumatisant parce que, au-delà de la douleur, c'est le fait que ça saigne. Alors le frein, il y a donc ce petit nerf de la sensibilité. Vous avez une veine, une artère. Quand c'est la veine qui est touchée, vous comprimez, ça s'arrête tout seul. Mais quand c'est l'artère, ça fait un petit jet. Des fois, ça peut faire un grand jet. Et donc là, il faut être opéré en urgence. Donc en effet, se casser le frein, faut mieux éviter. Bien. Si on enlève le prépuce, ça veut dire qu'il ne sert à rien ? Alors non, ça ne sert pas à rien. Ça sert par exemple lorsque on est, on a tous un phimosis, c'est-à-dire que le prépuce, il est serré autour du gland. Il a un effet
protecteur, puisque dans le smegma, ce fameux petit fromage qui ressemble à du fromage frais, vous avez des anticorps qu'on appelle des IgA. Donc ça sert aussi à protéger un peu le fameuses gland. bactéries, oui. Exactement. Maintenant, est-ce qu'il est indispensable? Vous appelez ça comment? Le smegma. Ouais. Je ferai pas une conférence dessus, smegma. Franchement, Pas forcément. j'avais jamais entendu le nom de savant. Voilà, smegma, le petit fromage blanc. Ou sinon. Enfin, fromage blanc jusqu'au moment où il y a de la putrécine et de Oh, la cadavéline. Oui, alors oui. Qui émane. C'est en effet. Après, ça peut sentir mauvais. Bon, et il y a Oui. dernière question alors sur cette question de la circoncision. Il y a une légende qui dit que la circoncision épaissit le gland, oui ou non? Alors non, ça aussi c'est encore une légende. Hein, Après vous dites oui Nadia parce que je vous vois. Non, parce qu'on a eu une discussion en off Ah sur bon, le j'étais sujet. pas avec vous, alors, oui, voyez. mais justement, Donc, justement. d'accord, ok. Donc, Non, mais c'est important de tordre le cou à cette légende. C'est-à-dire que lorsqu'on fait des études anatomiques sur sujet décédé, par exemple à 80 ans, les circoncis versus ceux qui ont un prépuce, la kératinisation est la même. Par contre, lorsqu'on fait la une kératinisation, c'est l'épaississement. En fait, le gland, c'est pas une muqueuse. Vous avez un épiderme qu'on appelle dit pavimenteux. Alors évidemment, il est plus fin que l'épiderme que vous avez sur votre peau, mais enfin, c'est un épiderme, c'est pas une muqueuse. Et donc, en effet, ça peut s'épaissir un peu. La circoncision accélère cet épaississement, mais quelqu'un qui a un prépuce, qui a une vie sexuelle normale toute sa vie, va avoir le gland aussi qui va s'épaissir un peu. Donc voilà, donc c'est simplement pas vrai. question de vitesse, mais au bout du compte, à la fin de sa vie, on a tous le même gland, un peu plus épais. Voilà. Est-ce qu'en vieillissant, les organes génitaux rétrécissent? Ben oui, puisque ils se rétrécissent, ils se relâchent aussi. C'est-à-dire que vous avez le scrotum, donc les petits sacs qui contiennent les testicules qui peuvent pendre des fois de façon pas très esthétique, mais bon. Certes, mais surtout vous avez la verge qui peut, elle, comme c'est une éponge, il faut l'imaginer les deux corps caverneux comme étant une éponge. Si on les utilise moins, parce qu'on a des maladies vasculaires, parce qu'on a du diabète, parce qu'on est veuf, parce qu'on a moins envie eh ben cette éponge se rétrécit un peu comme une éponge qu'on laisserait sur le rebord de la baignoire. Si elle n'est pas imprégnée d'eau, imbibée d'eau, eh ben elle se rétrécit. Les corps caverneux, c'est pareil. Moins on s'en sert, plus ils se rétrécissent. Heureusement, il y a le scrotox. Hein. Le scrotox, oui, mais alors ça c'est encore autre chose. Ça, Non, vous me parlez de scrotum, moi je prends, je prends les familles de mots, Mais c'est bien, mais si vous avez un problème si vous avez des rides, trop de rides sur votre scrotum, on peut vous faire un peu de botox dans le scrotum et vous aurez ce qu'on appelle des couilles lisses. Mais bon, ça c'est chacun fait ce qu'il J'ai veut. vu qu'on pouvait faire même des liftings Lifting, de bah cette alors. partie-là. Hein. Oui, bah alors ça c'est intéressant parce que si vous avez le scrotum qui est quand même plus long que la verge, à un moment donné, si on vous raccourcit un petit peu le scrotum, vous avez de facto une verge un peu plus longue. Enfin, c'est que de l'esthétique et c'est que du visuel. Non, mais attendez, c'est que de l'esthétique, mais est-ce que vous constatez, vous, que la demande est en train d'augmenter? Parce que, évidemment, il y a 15 ans, on n'en parlait pas. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui viennent vous voir avec cette demande? Est-ce que les hommes sont de plus en plus en demande Alors, de ce type de... Non, pas les hommes sont de plus en plus en demande, mais il y a certains hommes qui se posent la question. Après, aux spécialistes, à dire oui, à dire non. La première des choses, c'est examiner, rassurer, et la plupart des demandes de chirurgie esthétique concernant les organes génitaux externes chez l'homme, lorsque ce sont des urologues et des andrologues, on n'est pas à opérer tout le monde. Hein, donc ça, il faut faire attention entre l'esthétique pure et la médecine. Hein, moi, je me considère comme un médecin, plus qu'un chirurgien esthétique, même si je respecte énormément les chirurgiens esthétiques, ils font un travail extraordinaire. Mais voilà, il faut de temps en temps recaler la demande par rapport aux vrais problèmes anatomiques. Après, on revient, c'est un peu la même problématique qu'ont certaines femmes hein, par rapport à leur vulve, à l'apparence de leur vulve. Hein. Des petites lèvres qui ressortent et qu'elles trouvent inesthétiques parce qu'elles partent d'un référentiel qui veut que une belle vulve ne laisse apparaître que des grandes lèvres. Donc après, on en a déjà discuté, mais c'est aussi les références que les jeunes et les moins jeunes ont à travers la pornographie notamment. C'est également un spécialiste de ce qu'on appelle la maladie de l'apéronie, même si le qualificatif de maladie n'est peut-être pas adapté. Qu'est-ce que c'est que la maladie de l'apéronie? Merci Philippe. Ça, pour moi, c'est un grand combat. En effet, c'est pas une maladie parce que c'est pas un virus qu'on attrape. En fait, c'est une pathologie mécanique.
Alors la maladie de la Peyronie qui a été décrite par il faut quand même lui rendre honneur, hein, c'est Fallopio, qui est un anatomiste italien qui a laissé son nom toujours le même Fallope. là Ah oui, Fallopio. Il a fait beaucoup de choses, finalement. Ah oui, Oui, mais alors après on peut dire c'est bizarre qu'il n'y ait que des anatomistes hommes, mais bon ça c'est encore une autre discussion. Mais en tout cas, la Peyronie qui a créé l'Académie royale de chirurgie a laissé son nom à cette nodosité, à ce strabisme de la verge. C'est comme ça qu'il a appelé. Donc cette pathologie... Avec là tout le monde, c'est toujours, avec tous les mots que vous employez, on ne sait toujours pas de quoi il s'agit. Eh ben non, mais je ménage un peu de suspense. C'est du suspense. Bah oui, parce que le strabisme de la verge, moi je louche un peu, je vois pas ce que c'est. Écoutez, la votre verge se mettra à loucher. En fait, cette pathologie qu'on acquiert lors des rapports sexuels, alors soit un rapport sexuel un peu violent, on se fait une micro-fissure et non pas une fracture, parce que fracture on finit aux urgences. Voilà. Mais soit ça, soit ce sont des blessures répétées. Par exemple, vous prenez une feuille de papier que vous pliez une centaine de fois, elle va se fissurer. L'albuginée, qui est l'enveloppe des corps caverneux, c'est une structure anatomique qui est fantastique parce qu'elle est à la fois élastique et résistante. Mais à force de rapports sexuels, on peut la blesser. Et si génétiquement ou si vous avez des facteurs favorisant cette pathologie, vous allez avoir la verge qui va se déformer, et des fois de façon dramatique, parce qu'on peut arriver à plus de 90 degrés. Donc vous avez des érections. C'est tordu, c'est ça? C'est tordu. Vous avez la verge tordue. Là, vous montrez, Nadia. Oui, alors elle est comme ça pour nos amis sur YouTube. Et puis voilà. On peut arriver jusqu'à 90 degrés. Vous pouvez vous transformer comme si vous étiez un crochet, même de temps en temps en U, comme un cadenas. Vous avez une verge qui fait 120 degrés. Vous avez le gland qui vous touche le ventre. Vous ne pouvez plus faire l'amour à pénétration, bien sûr. Vous pouvez continuer à avoir des relations sexuelles autrement, mais plus de pénétration. Donc cette pathologie, elle est source de destruction psychologique. Parce que les gens doivent être malheureux, ça doit être incroyable. Malheureux à deux, seuls, dans leur lieu de travail aussi, parce que vous perdez confiance en vous. Il faut bien dire que depuis tout petit, on se voit en érection quand on est enfant. Alors évidemment, en vieillissant, on a moins d'érection, mais on perd son image corporelle. Sur ce, on perd confiance en soi, et c'est vraiment problématique, d'autant plus que les traitements, on avait un traitement qui était formidable, que nous n'avons plus, c'était les injections de collagénase, qu'on appelait le Xapex. Donc depuis le 1er janvier 2020, on a plus de produits à disposition en Europe, et donc il nous reste d'autres méthodes qui sont en train de faire leurs preuves, mais qui sont moins efficaces, mais surtout c'est la chirurgie. Donc évidemment, on est sur quelque chose d'aussi compliqué. Donc voilà. Alors pardon d'employer le terme, mais est-ce que l'acte chirurgical consiste à redresser la verge? Exactement. D'accord. Exactement. Et donc c'est ça que vous faites? Oui, on peut redresser chirurgicalement une verge qui est tordue. Alors, à cause de la maladie de la Peyronie, mais aussi par exemple sur des courbures congénitales de verge. Vous avez des jeunes garçons qui naissent avec une inégalité de longueur des tubes, qu'on appelle les corps caverneux. Donc la verge part totalement à droite, totalement à gauche, ou bien souvent, comme un arbre, la branche d'un arbre, trop chargée en fruits, et vous avez la verge qui part vers le bas, des fois jusqu'à 90 degrés sur ce. Et c'est fréquent, hein, c'est pas du tout très rare. Alors, la maladie de la Peyronie, c'est fréquent, puisque ça touche quasiment 9% des hommes, donc un homme sur 10. Les diabétiques, c'est 30%. Les prostatectomisés, c'est 17%. Et puis, il y a les fumeurs, pour qui c'est plus fréquent, ceux qui ont des bêta-bloquants. Donc, il y a quand même des populations à plus grand risque. Mais la courbure congénitale, c'est moins fréquent. C'est 2-3% des garçons qui ont la verge qui bascule sur le côté ou qui partent vers l'avant. Bien. Donc, vous regardez sur Internet la maladie de la Peyronie, mais vous en parlez dans votre livre. Et effectivement, vous êtes un des spécialistes de la maladie de la Peyronie. En France, j'imagine que les gens doivent taper sur Internet. Quand ça arrive, comment est-ce qu'on trouve un spécialiste? Est-ce que tu connais quelqu'un qui... C'est compliqué, hein? C'est compliqué, c'est pas évident. C'est psychologique, ouais. C'est psychologique, surtout c'est pas évident d'en parler. Le souci, c'est que cette maladie, elle a été décrite au XVIe siècle, on est au XXIe siècle, et globalement, à part Fabrice Eboué, qui je rends hommage, parce qu'il en a parlé dans son dernier spectacle, il l'a affiché, et donc merci Fabrice, il a parlé quand même ouvertement de cette pathologie. Donc on parle beaucoup d'endométriose, mais peut-être qu'un jour, on aura des affiches 4x4, j'ai la verge tordue, je suis malheureux, parlons-en, maladie de la Peyronie. Pierre Perret chantait tout, vous serez tous sur le zizi. Eh bien, on parle du John.
Ah oui, parce qu'on dit pas on dit pas non. Popol en France. On dit Popol en France. Popol en France. Ouais, Popol. Ouais, John, ça fait plus Kennedy, vous voyez, il y a un côté, c'est ça, il y a un ça, côté ça, plus ça, chic. Ça fait un peu plus Ouais. Warren. Le docteur Marc Galliano, notre invité, vous publiez Mon sexe et moi, manuel pour comprendre et réparer son pénis aux éditions Marabout. Est-ce que quand on appelle, parce qu'il y a plein de petits noms pour parler de John, est-ce que le fait d'utiliser des petits noms, ça veut dire qu'on veut pas en parler? Alors oui et non, on veut surtout se l'approprier, on veut créer une sorte d'intimité, une sorte de dialogue avec son sexe, un peu comme Moravia, hein, moi et lui, lorsqu'il entame ce dialogue, enfin ce combat, puisqu'il se bat plus contre sa verge et ses pulsions. Donc en fait, c'est se l'approprier, puis surtout, c'est les mamans. Hein, c'est les mamans lorsqu'elles commencent à s'occuper de la toilette de leur nourrisson, et puis petit à petit, quand ils grandissent, on va jouer avec son Popol, son John, son Zizi, son petit bout. On s'approprie, on essaie d'en faire quelque chose, de construire une identité autour de ça. Donc oui, on peut lui donner tous les noms qu'on veut. J'ai dit à Nadia, enfin un livre qui parle du sexe masculin, parce qu'on a l'impression que dans la littérature, ça n'intéresse plus personne ces 10 dernières années. Que finalement, l'organe féminin et le clitoris, ce sont les vraies stars aujourd'hui. Alors oui, mais alors tant mieux, parce que ça, on remet en balance le côté paternaliste de la sexualité, où la pénétration était au cœur de tous les débats, puisqu'il fallait évidemment se reproduire, donc la verge, organe reproducteur, mais on peut parler aussi de la verge autrement que dans un organe de reproduction. Par exemple, la verge, ça sert aussi à uriner. Voilà, tout simplement. Ça sert à être bien dans sa peau. L'érection du matin, ça fait du bien. Mais surtout, ce livre qu'on a fait avec Rika Etienne, parce qu'il faut aussi lui rendre un grand hommage, parce qu'on l'a fait à 4 mains. Et Rika, elle avait cette vision du féminin sur la verge de l'homme. Et donc ça, c'est très important. On a fait vraiment ça pour essayer modestement de rendre service. C'est-à-dire que comment aller vers l'autre si on ne se connaît pas soi-même. Et aujourd'hui, les garçons, c'est pas parce que depuis tout petit, ils se servent de leur zizi pour faire pipi ou pour se masturber, qu'ils se connaissent. Comme ils se connaissent pas bien, ils sont dans le doute. Mais alors, quand on est dans le doute vis-à-vis de soi-même, comment on va vers l'autre? Que ce soit un garçon ou une fille, hein, c'est exactement la même chose. Donc, modestement, on a essayé de travailler un vrai manuel, quoi. On l'a pensé comme un manuel pour pouvoir aider les garçons. Alors après, vous le dites aussi dans le livre, parler du... Je pense qu'on a beaucoup parlé du phallus et pas vraiment du pénis. Alors que là, Est-ce que c'est la même chose? Bah, pas vraiment. Ah bah non, N'est-ce mais pas? Nadia, les sexologues, je vais la laisser. Non, c'est pas tout à fait. On est dans la symbolique Voilà. et dans le pragmatique. Moi, en tant que chirurgien, j'ai tendance plutôt à être dans le pratique. Même après, si j'ai une culture évidemment psychologique ou sexo, mais c'est surtout le côté symbolique versus pratique. Alors évidemment, il ne faut pas dissocier les deux, parce qu'on est un corps et un esprit. Ici, on commence à dissocier, comme Descartes l'a fait, le corps et l'esprit. C'est là où on perd un petit peu le fluide, c'est-à-dire cet axe tête-corps qui est indispensable à être épanoui soi-même et à rendre l'autre aussi épanoui. Donc cet échange. Alors, est-ce qu'on peut déduire la taille du pénis de quelqu'un en fonction de son nez, de ses mains ou de ses pieds? Bah, quand on voit votre nez, Philippe, on a envie de dire oui. Alors, vous n'avez pas vu mes pieds. J'ai pas vu très, très, très grand pied. Ah bah oui, alors voilà, c'est ça. C'est une idée reçue, ça, en fait. Exactement. Alors, on va dire pas tout à fait reçu, parce qu'il y a une étude coréenne qui était vraiment géniale sur la longueur de l'annulaire. En fait, pourquoi on a déduit que sur les grottes de Lascaux ou dans les grottes, c'était surtout des mains d'hommes qui avaient en ombre chinoise, c'est parce que selon l'imprégnation en testostérone durant la conception, quand on était dans l'utérus de sa maman, plus on a reçu de testostérone, plus l'annulaire peut être grand. Donc grosso modo, ce qui est important, c'est difficile, voire c'est impossible à déterminer la longueur d'une verge en fonction des organes que je viens de citer, là, des appendices. Extrémités des appendices d'un garçon. Par contre, il faut quand même pas se faire d'illusions. On a quand même tous, en moyenne, la même longueur de verge en érection. Donc, voilà. Donc, si vous voulez trouver chaussure à votre pied, il faut surtout démultiplier les relations. Voilà. Et là, Nadia, ça vous dit rien.
l'expression chaussure à votre pied, ça vous va? Non, Vous êtes trop calme aujourd'hui. C'est ça. Mais moi j'assume totalement le fait que on peut avoir la plus belle verge du monde, mais si on n'a pas le bon soulier, c'est-à-dire on n'a pas forcément le bon réceptacle, je ne parle pas que du vagin, hein, c'est parce que dans l'homosexualité c'est pareil, il faut à un moment donné s'appareiller, hein, parce qu'une énorme verge dans un petit orifice, que ce soit une bouche, un anus ou un vagin, ça fait mal, ça excite, certes. Ah, c'est moi qui vous ai cherché là. Là, vous nous faites le trio gagnant. Ah, ben là, je peux rien dire là. On y va. Non, mais là, faut que c'est Nadia. D'habitude, je me fais taper sur les ah non, doigts, il est plus fort que vous, Nadia. Alors là, Je laisse parler Nadia. Mais il y a cette idée alors, chez les hommes, hein, que la taille du pénis est corrélée avec le plaisir des femmes. On est dans la symbolique, on est dans l'excitation. L'excitation, je pense que c'est important d'être excité, d'être excitable. C'est vrai que ça peut, et il faut pas le dénigrer, hein, une verge ou une poitrine ou peu importe, un organe sexuel externe peut être source d'excitation. Mais après, le plaisir, c'est encore autre chose, hein, parce que comme on l'a dit, hein, le plaisir, la pénétration, c'est une fin en soi reproductive, mais bon, ça fait pas tout. Alors, il y a un message, enfin, il y a plusieurs messages médicaux, mais il y a quelque chose que personne ne dit finalement, c'est que les hommes devraient, au même titre que les femmes, s'auto-palper. Oui. Et ça, c'est vrai qu'on n'en parle jamais. L'autopalpation des testicules, en effet, ça s'apprend, c'est important de l'apprendre aux garçons suffisamment tôt pour que ça rentre un peu dans une sorte de routine. Une fois par semaine, on fait rouler ses testicules entre pouce, index et majeur. On se les roule, comme on dit. Et un testicule, il faut qu'il soit lisse, un petit peu ferme, mais il n'y a pas de nodules, il n'y a pas de petites lentilles, il n'y a pas de petits pois chiches, il n'y a pas de... C'est lisse. Parce que le cancer du testicule, c'est un cancer qui n'est pas fréquent, mais il n'empêche que ça touche... Il y a 2 grands pics, 20 ans et 40 ans. Le cancer du testicule, c'est un des rares cancers qu'on guérit superbement bien grâce à la chirurgie et à la chimiothérapie, quand il en faut, à condition d'arriver suffisamment tôt. Donc, vous palpez les testicules, c'est une bonne chose. Donc, à quelle fréquence? C'est une fois par semaine. Après, si c'est 3 fois par jour, attention. Oui, c'est vrai. C'est plus du dépistage. C'est plus du dépistage. Ça, c'est autre de chose. L'exagération. Il faut consulter Nadia ensuite. Ça, c'est plus compliqué. Sauf si ça leur fait du bien. Si ça fait du bien, c'est sûr. C'est consulter. Non, mais c'est très important ce qui est dit là, parce que effectivement, les filles maintenant sont de plus en plus initiées à l'autopalpation des seins, notamment qui avait été oublié pendant quelques années. Qui avait été oublié, exactement, bon, ouais. Exactement. D'ailleurs, même maintenant, on va vers l'auto-examen de plus en plus. Hein. Les femmes veulent apprendre à s'examiner, à faire un toucher vaginal seul. Voilà, ce qui en soi est très bien. Moi, je le dis très souvent quand on parle d'éducation à la sexualité, que les femmes puissent se découvrir par cette voie-là, c'est une bonne chose. Et c'est vrai qu'on en parlait en hors antenne tout à l'heure, les consultations des jeunes filles chez le gynécologue deviennent maintenant de plus en plus fréquentes. En tout cas, c'est quelque chose qui est dit de plus en plus, mais l'autopalpation et la première consultation du jeune homme chez son médecin, peut-être généraliste ou de famille, c'est un peu compliqué. Eh bien, il y a les urologues, et d'ailleurs, vous dites que vous assumez tout à fait le fait de vous nommer gynécologue des hommes. Exactement, c'est-à-dire que l'andrologue, il faut bien sûr, il faut... moi, je peux me décrire comme étant le gynécologue pour garçons. Donc, une première consultation à 14 ans, par exemple. On va parler, par exemple, de vaccination contre le papillomavirus. On peut parler de préservatif, on peut parler de MST, on peut parler d'autopalpation testiculaire, on peut parler de fracture de verge. Alors, évidemment, le propos, c'est pas d'angoisser, mais justement, c'est de dédramatiser. Il y a un souci. Je me casse le frein, est-ce que c'est normal? Est-ce que tu as un phimosis? Est-ce qu'il te reste un phimosis de l'enfance? Donc le phimosis, c'est le rétrécissement du prépuce, ça touche 1 ou 2% des garçons, mais ça peut pourrir la vie de quelqu'un, de ne pas pouvoir décaloter, de ne pas être à l'aise à la masturbation. Donc cette consultation qui pourrait être... Alors évidemment, on a les pédiatres, il y a les généralistes, mais c'est vrai qu'entre le pédiatre qui dit à un moment donné, c'est plus de mon ressort,
Oui. Le généraliste qui dit ouais bon alors bon c'est pas évident de déshabiller tous les garçons, on a des consultations qui sont déjà très chargées et en effet ils font beaucoup de choses. Pourquoi pas dire bon les andrologues, on peut aussi assumer de faire de la médecine préventive, de la médecine sexuelle préventive. Sur une consultation à 13-14 ans pour être sûr que tout soit bien en place et partir sur de bonnes bases. Voilà. Et ça peut partir de questions d'ailleurs pas du tout pathologiques, type érection, éjaculation nocturne, enfin érection matinale, voilà des choses que vivent tous les jeunes garçons et qui sont pas forcément parlées au sein de la famille. Tout à fait. Sauf qu'aujourd'hui, quand on vient vous voir, c'est plutôt que la tuyauterie est un peu encrassée. La plupart du temps, quand on va chez un urologue, c'est que ça fonctionne plus. Alors, c'est rarement en préventif. C'est des jeunes aussi. Alors oui, mais alors c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en effet, Philippe, au début, il y a 15 ans, quand je me suis installé, j'avais des 50, 60, 70. Aujourd'hui, au bout de 15 ans, mes patients les plus jeunes, des fois, c'est des mamans qui, à 7-8 ans, m'emmènent leurs garçons. Alors, pour des bons ou des mauvais prétextes, mais je commence à avoir des jeunes de 16-17 ans qui viennent me voir en me disant voilà, je viens vous voir pour faire un check. Ah, très bien, un check. Et pour savoir si tout va bien. Et donc ça, de plus en plus, et ça fait vraiment plaisir aussi, on est dans un accompagnement sur 10-20 ans. Alors 30 ans, je suis ambitieux, mais pourquoi pas 10 à 20 ans. Regardez, Ronald Virag, il doit consulter encore à 80 ans, donc il est formidable. Ça vous laisse un peu de marge. Hommage à Ronald Virag. Oui, tout à fait. J'essaierai de suivre son exemple, en tout cas en longévité et en brillance. Mais en tout cas, pourquoi pas accompagner ? C'est accompagner, c'est ça qui est intéressant. C'est, en effet, au départ, on peut avoir des problèmes de compréhension, et ensuite on peut avoir en effet des problèmes mécaniques, les tuyauteries encrassées, on bande moins bien, mais c'est pas toujours que dans le corps, ça peut être aussi dans la tête, dans le couple. Problème d'infertilité, évidemment la prostate, qui est un peu l'organe sacré de l'urologue. Ça gonfle, ça grossit, c'est l'adénome, ou on peut avoir un cancer, et donc là, il faut faire des choses. On parlera tout à l'heure de la prostate, parce qu'effectivement, on en parle beaucoup trop tard de la prostate. Mais finalement, c'est vrai que là aussi, il faudrait peut-être avoir cette routine, comme chez le gynéco, d'aller chez un... C'est ce qu'on essaie d'instaurer. Andrologue, urologue, ouais. Exactement. Quand on a un patient, on leur dit en général, c'est bien qu'on se voit une fois par an. Une fois par an, ça serait bien qu'on se voit, qu'on fasse un examen, qu'on discute une fois par an. Donc on essaie, en tous les cas, en libéral, parce qu'après à l'hôpital, c'est vrai que c'est toujours compliqué d'avoir des consultations de routine, mais il n'empêche que avoir un référent et de l'accompagner, d'accompagner son patient sur plusieurs années, c'est toujours très intéressant. En fait, la prostate, c'est comme le périnée chez les femmes. Les femmes découvrent leur périnée lors de leur premier accouchement, et les hommes découvrent leur prostate quand ils ont un souci. Oui, c'est un peu dommage. Il faudrait connaître un peu tout ça un peu avant, parce que le périnée du garçon, ça peut être aussi source de plaisir. Parce que les garçons ont un périnée. On l'a vu. Exactement. Oui, on parle toujours du périnée des femmes, mais voilà. Ça peut être utile, notamment pour l'éjaculation précoce. Alors, vous publiez, docteur Marc Galliano, Mon sexe et moi, manuel pour comprendre et réparer son pénis aux éditions Marabout. Moi, j'ai appris plein de nouvelles expressions. Par exemple, le syndrome de la clé dans la porte. Vous connaissiez ça, vous, Nadia ? Le syndrome de la clé dans la porte. Oui, vous connaissiez ? Moi, je connaissais ça pour L'expression. L'expression, oui. Vous connaissiez, donc peut-être pas pour la même chose, mais oui. Alors, qu'est-ce que c'est le syndrome de la clé dans la porte ? C'est quand on a une vessie qui se contracte un peu de façon désordonnée. Oui. On crée une sorte de réflexe pavlovien, donc on se conditionne, et puis quand on met la clé dans la porte, on a des petites gouttes de pipi qui peuvent arriver, ou le doigt sur le bouton de l'ascenseur. C'est des gens qui peuvent pas qui ont envie de pipi dès qu'ils arrivent sur le paillasson. Exactement. D'accord. La clé dans la porte, on n'en peut plus. Et de temps en temps, on a la petite goutte, le petit accident. Ah ouais. Et la dystrophie post-coïtale ? La dystrophie post-coïtale, non ? Dysphorie. Ouais, voilà, alors, dysphorie. Oui, la dysphorie, c'est quand on a un coup de blues. C'est-à-dire que on a un coup de blues. C'est comme vous êtes une grosse descente. Voilà, vous êtes pas après bien. l'amour. Après l'amour, vous êtes pas bien, vous êtes un peu tristouille. Après l'orgasme, précisément. Après l'orgasme, vous êtes pas bien. Voilà. Ah ouais. Vous êtes un peu malheureux. Bon. C'est là où il faut vous caresser gentiment les cheveux,
Si vous vous rassurez. Maintenant, vous courez à la douche. Alors le pipi après. Si vous êtes pas endormi avant. Si on peut faire merci Philippe. Formidable. Qui protège de toutes les MST. Exactement. Le pipi chez les garçons aussi. Il faut faire son pipi après avoir fait l'amour. Fellation, pénétration. Un pipi de nettoyage. Ça s'impose, ou sinon c'est l'urétrite. Voilà. Garçon-fille, c'est même combat. C'est que c'est une sunna. Hein. C'est dit comme dans ça, la tradition musulmane. Voilà. Eh ben c'est très bien. Je suis content. Merci Philippe. Les hommes s'épilent de plus en plus. Alors vous, c'est quel Moi, je suis plutôt tondeuse, mais chacun son truc. Il faut faire attention quand même. J'ai eu quand même un patient qui s'est brûlé au second degré avec de la crème dépilatoire. Il a dépassé le temps imparti. Ben voilà. Et donc ça a été quand même deuxième degré. Ça vous fait quand même le gros coup de soleil en été sur les testicules. Ça met pas à l'aise, ça dure longtemps, ça pique, ça brûle. Donc attention. Pareil sur le rasoir, vous avez des boutons. C'est comme sur le visage. Vous avez un petit bouton. Vous le rasez, vous ensemencez avec du staphylocoque la lame. Donc le staphylocoque, c'est une bactérie qui vit sur la peau normalement. Et vous rasez le scrotum, le pubis avec ça, et vous avez des boutons partout. Et là, vous êtes bon pour des antibiotiques et ça devient galère. Donc attention, bien désinfecter sa lame. On a sa tondeuse pour les parties génitales, on a sa tondeuse pour le visage, et puis sa tondeuse, ça se prête peut-être, mais en tout cas, ça se désinfecte avant d'être prêté. Voilà. Bien. On a beaucoup parlé du Viagra et de toutes les molécules autour. Est-ce qu'il y a des traitements novateurs pour ce qui concerne l'érection ou on en est resté là ? Alors, on en est sur... Alors, le traitement, on va dire, on va faire un petit peu la liste sur les traitements par la bouche. Donc, on a une nouvelle forme de Viagra qui se met sur un petit buvard qu'on met sous la langue, donc une forme orodispersible qui permet d'éviter le premier passage par le foie. Donc le foie, c'est une sorte de grosse usine qui transforme les médicaments, donc c'est beaucoup plus efficace. Donc ça, c'est une nouvelle molécule. Enfin, une nouvelle molécule. C'est une molécule avec une nouvelle forme galénique. Après, en termes de nouvelles molécules, on a le Spedra, mais qui fait partie de la grande famille du Cialis, Levitra, Viagra. Et puis, vous avez un gel de prostaglandine, donc une petite molécule qui permet aussi une vasodilatation que l'on met dans le canal. Alors évidemment les injections qu'on connaît bien, mais surtout vous avez des nouveaux traitements. Par exemple, les ondes de choc. Les ondes de choc, c'est exactement le même principe que de ces grosses machines qu'on utilise pour casser les calculs du rein à travers la peau. Et bien là, cette onde de choc qu'on utilise aussi dans les clubs de foot pour régénérer les tendons des sportifs, on peut régénérer la verge. Donc là, il y a des études qui disent que, en effet, on peut régénérer les corps caverneux à base d'ondes de choc. Il y a aussi les injections de cellules souches. Donc il y a des protocoles aussi qui ont été lancés sur on vous récupère un petit peu de moelle dans les os, on centrifuge tout ça, on vous l'injecte dans la verge. Il y a eu quelques résultats prometteurs. Et puis il y a un traitement très à la mode aux États-Unis qu'on appelle le PRP, plasma riche en plaquettes, qui n'a pas fait l'objet de grandes études, mais des études sont lancées en France là-dessus, donc pour justement voir si ce plasma riche en plaquettes pourrait pas stimuler aussi la régénération des corps caverneux. Et puis bien sûr, il y a eu de grandes premières dans le monde sur la greffe de verge, greffe totale de verge en Afrique du Sud et aux États-Unis. Et probablement que la France est en train de travailler aujourd'hui sur éventuellement une étude et puis un protocole peut-être pour pouvoir faire des greffes de verge à partir de donneurs décédés pour des patients qui en auraient besoin. Faites tomber certains mythes sur le sexe des hommes. Par exemple, le désir provoque une érection, l'orgasme, une éjaculation. Exact. Alors ça, c'est un vrai mythe, ça. Alors oui, on peut avoir une éjaculation sans plaisir et on peut avoir du plaisir sans éjaculation. Alors ça pour preuve, le tantrisme en Inde et le taoïsme en Chine, ça fait entre 2 et 3 000 ans que ces adeptes savent qu'on peut enchaîner des orgasmes, nous les garçons, sans éjaculer. Bon. Et puis vous avez malheureusement des garçons qui souffrent d'éjaculation prématurée ou d'éjaculation retardée. Donc eux, ils peuvent avoir des orgasmes sans que ça vienne, ou quand ça vient pas, ou tardivement, et ça marche. Ou lorsque j'opère des patients d'un cancer de la prostate, on leur retire la prostate et les vésicules séminales, il n'y a plus d'éjaculation du tout, mais il y a des orgasmes qui sont parfois plus intenses qu'avant. L'orgasme,
c'est une sécrétion cérébrale de dopamine, enfin de petits récepteurs, on va dire, de petites molécules chimiques dans le cerveau. Cet orgasme, il est contingent, il est lié à l'excitation. Voilà. Et pas à l'éjaculation. Et pas à l'éjaculation. Donc ça, il faut déconstruire et reconstruire. Donc, on peut, les garçons, nous pouvons simuler. Bien sûr. L'anéjaculation, ça c'est un drôle de mot. Anéjaculation, donc pas d'éjaculation. Donc, l'éjaculation rétrograde, on peut éjaculer vers sa vessie et pas vers l'extérieur. Donc ça sort pas, ça rentre, c'est ça ? Alors, oui, c'est ça. En fait, ça rentre dans la vessie, c'est-à-dire que au moment où le circuit devrait faire que ça part vers le canal de l'urètre, donc le petit conduit qui amène les urines vers l'extérieur, ben là, le col de la vessie s'ouvre et le sperme va vers la vessie. L'anéjaculation, c'est pas du tout d'éjaculation. On retrouve pas de spermatozoïdes ni dans les urines ni à l'extérieur. Donc ça, c'est encore ça peut être un problème neurologique, ça peut être un problème médicamenteux. Voilà. Alors un sujet que vous aimez bien, Nadia, c'est le point G chez les hommes. Le point G chez les hommes. Est-ce qu'il y a un point G chez les hommes ? Nadia, je vous laisse répondre. Alors le point G, le fameux point G chez les femmes. Le point P chez les hommes. Ah, il s'appelle P ? Le fameux. Patrick. Ah, il s'appelle Patrick. Le point G, c'est Galliano, mais modestement, bien sûr. D'accord. Oui, donc là vous me lancez non, sur... Non, je voulais pas vous lancer, vous voyez comment... Nous avons un spécialiste là, donc... Si je peux me permettre, Nadia, le point G de l'homme, alors on va parler donc évidemment du massage prostatique, parce que le point G de l'homme, normalement, c'est l'utricule. L'utricule, c'est... L'utricule, c'est super beau comme mot. Et puis en plus, c'est très joli en endoscopie, ça se voit. C'est une sorte c'est un peu comme, vous voyez, les gicleurs de votre lave-glace sur la voiture. C'est exactement le principe. C'est deux petits canaux avec un petit opercule par-dessus. Donc, ce sont les canaux éjaculateurs, c'est l'utricule. Alors, il paraît que si on masse bien cet endroit, de façon acharnée, ou poétique, ou douce, ou appuyée, on peut arriver à une excitation qui permette d'obtenir l'éjaculation. Voilà. Alors, il faut quand même se méfier du massage. L'utricule. Ouais, l'utricule. Il faut quand même se méfier un petit peu du massage prostatique, parce que le massage prostatique, lorsqu'il est fait de façon consciencieuse, il va y avoir des sécrétions qui vont être obtenues. Et attention à la fellation, parce que derrière, c'est gavé de germes. Parce que je vous rappelle que là, le rôle d'une prostate... Tiens, à quoi ça sert une prostate, Nadia ? Vous n'avez pas lu mon livre, c'est moche. Mais je sais, je vous taquine. La prostate, elle a 3 fonctions. Elle a une fonction de grosse amygdale, donc elle bloque un peu les germes pour protéger les testicules. Les testicules, c'est un sanctuaire comme le cerveau, il ne faut pas qu'il y ait de germes dedans, ça sert à la reproduction, pas comme le cerveau, mais bon, c'est un sanctuaire aussi. Donc c'est crypteux, c'est caverneux, c'est comme une amygdale. Ensuite, vous avez la prostate qui est une petite usine qui transforme la testostérone en testostérone active. Et enfin, la prostate, elle sécrète des petites molécules qui permettent aux spermatozoïdes de devenir super forts et de pouvoir pénétrer l'ovocyte et donc de féconder. Donc, quand on masse pendant 2 plombes la prostate, vous avez une sécrétion qui arrive et forcément, vous pouvez choper des germes. Donc, bon, on le sait maintenant, c'est bien de se faire masser la prostate, mais le liquide qui sort, il n'est pas forcément nickel. Donc, faites gaffe. C'était le conseil du jour. Non, c'est pas mal comme conseil du jour. Là, franchement, là, tout d'un coup, toute cette information qui arrive. Voilà, le docteur Galliano a déconstruit. A déconstruit tout ce que vous nous disiez, Nadia. Complètement. Surtout à 10h du matin. Je suis désolé, mais bon. Mais je vous citerai après. Pendant des années, je dirais, mais comme le disait si justement le docteur Galliano, attention. Attention quand même. Mais comme pour toute chose, d'ailleurs, tous les excès sont mauvais. C'est ce que nous dit le docteur Galliano. Voilà. Alors, il ne dit pas de pas le faire, il dit qu'il ne faut pas... Mais il faut faire attention de ce qu'on fait dans l'excès. C'est-à-dire que dans l'excès, il y a des choses qui sont parfois très bien, mais là, le liquide qui sort après un massage prostatique, il n'est pas forcément nickel. Les gens qui auraient une sexualité épanouie auraient moins de risques de cancer de la prostate. C'est vrai ou pas, ça ? Alors là, vous faites référence à une étude qui, pour moi, qui est au niveau scientifique à peu près nulle. Grosso modo, il faudrait éjaculer 1 fois par jour. Donc ça veut dire que... C'est ce qui est dit. Ça vous préserve du cancer de la prostate. Alors, ça va être... Pour moi, non. Mais par contre, avoir un système qui roule. C'est-à-dire ce système de purge. Parce que lorsqu'on a une éjaculation, il faut bien se rendre compte que tous les canaux
se contractent. Que ça soit les canaux déférents, les vésicules séminales, la prostate, le périnée, tout ça se contracte. C'est de la bonne énergie et on purge le système. Donc on évite l'encrassement. Donc en effet, avoir un système qui fonctionne bien, au même titre que vous avez dit tout à l'heure, la tuyauterie, eh ben on évite l'encrassement de la tuyauterie. Donc oui, maintenant de dire que en faisant 7 jours sur 7 une éjaculation, on n'aura pas le cancer de la prostate, non. Non. Bien, idée reçue que vous déconstruisez ce matin. Pas mal d'idées reçues d'ailleurs. Vous pourrez regarder l'intégralité de cette interview sur la chaîne YouTube de Beurre FM. Je rappelle, docteur Marc Gallinou, que vous publiez en collaboration avec Rika Etienne, Mon sexe et moi, manuel pour comprendre et réparer son pénis, aux éditions Marabout. Oui, alors il est très bien le livre. Ah. Juste un petit, parce qu'il faut trouver un petit truc, voilà. Je trouve dommage que vous n'ayez pas parlé de contraception masculine. Alors si, c'est-à-dire je parle de vasectomie, je parle de la contraception masculine aujourd'hui avec des essais cliniques sur les injections de testostérone, éventuellement le système des Allemands qui permet de mettre des petits sphincters sur les déférents qui se gonflent et qui se dégonflent. Mais la vasectomie, aujourd'hui, nous en pratiquons de plus en plus, et tant mieux, parce qu'on n'est plus considérés comme des mutilateurs par les autorités de santé. Et donc la vasectomie, il faut y penser bien sûr, lorsque on veut, nous, les hommes, participer au contrôle des essences de façon effective, facile, parce que les canaux déférents, il faut le rappeler pour les garçons, c'est quand vous allez vous palper ce soir, avec ou sans notre manuel qu'on a écrit avec Rika, c'est ces 2 gros spaghettis qu'on sent sous la peau. Quand on les coupe, et ben les spermatozoïdes ne peuvent plus aller vers l'extérieur et donc il n'y a plus besoin de prendre la pilule ou d'avoir un stérilet. Mais Nadia parlait du slip chauffant, Oui, c'est pour ça. Ah, le slip chauffant. Non, mais alors là, voilà, vous n'avez pas parlé. En fait, la question c'était pourquoi est-ce que vous n'avez pas parlé du slip C'était chauffant? pour boucler la boucle sur le palpé des testicules, parce que c'est un bon moyen. Le slip chauffant, ça ne Alors marche pas. donnez-nous votre version. Mais ça ne marche pas. C'est-à-dire que le slip chauffant, les testicules sont à l'extérieur du corps parce que la spermatogénèse, donc la fabrication des spermatozoïdes, elle se fait à 2 degrés de moins que la température du corps. Donc si vous avez les testicules collés sur votre corps, ça va moins produire. Mais l'indice de Pearl, donc c'est un indice d'efficacité du slip chauffant, il doit être à 50%. Donc autant pratiquer la méthode du retrait que d'avoir d'abord et d'une. Ça gratte, ça fait mal. Parce que moi qui suis un grand amateur de vélo, quand vous faites une sortie de 4 heures avec votre petit cuissard et vous avez vos petits raisins de Corinthe collés sur le ventre, c'est insupportable. Donc le slip chauffant, Nadia. Changer de sel. Allez, merci d'avoir été avec nous, Marc Merci pour Galliano. l'invitation. Très bonne journée santé sur Beurre FM. À demain.